C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Africa Podcast TV dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine sur tous les domaines politiques, économiques, culturels, historiques et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter M. Emmanuel Dupuy. Il est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et aussi il est spécialiste des questions de défense et de sécurité. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Monsieur, comment définissez-vous la démocratie et qu'est-ce que vous appelez un État démocrate? Alors, c'est une question qui peut être séquencée par région. La démocratie n'a pas les mêmes ressorts ou ne s'exprime pas forcément avec la même vivacité, hélas, alors que c'est un bien universel et qu'on devrait utiliser les mêmes mots pour décrire ce qu'est un État démocratique ou ce qu'est un processus démocratique. Je crois d'ailleurs beaucoup à cette évolution et cette notion de la temporalité. On ne naît pas citoyen, on le devient. C'est une phrase qu'avait utilisée Spinoza et qui avait été reprise par un autre philosophe français, Alain. Donc je crois que c'est important d'évoquer le fait que tous les États passent par des stades un peu différents et que le principe démocratique, la valeur démocratique n'est pas automatiquement exportable comme par exemple les Américains voudraient que la démocratie américaine, qui est comme vous êtes à New York, j'évoque volontiers cet exemple, cette comparaison, je tente cette comparaison, le processus long de maturation démocratique aux États-Unis a pris plusieurs siècles et on ne peut pas imposer à des États qui ont des cultures politiques, des principes constitutionnels, des rapports à l'ethnicité, des rapports à la frontière, qui sont évidemment purement nationaux ou en tout cas purement endogènes, d'accepter des principes démocratiques qui parfois sont extrapolés ou exogènes. Donc c'est très difficile de donner une définition de la démocratie. Néanmoins, les facteurs les plus évidents sont la liberté d'expression ou la garantie de la liberté d'expression pour tous les membres d'une communauté, fût-elle nationale, régionale ou internationale, les principes qui finalement sous-tendent l'ensemble des structures qui défendent les principes démocratiques à travers le monde. Prenons l'exemple de celui qui devrait le défendre en plus de tout ou de manière la plus virulente, c'est-à-dire le multilatéralisme, donc le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui évidemment résonne particulièrement alors que nous fêtons 60 ans d'indépendance pour une bonne partie des pays qui ont acquis leur indépendance en 1960 et ceux, je pense notamment à la Guinée-Conakry qui l'avait acquise quelques années auparavant ou à la Tunisie et au Maroc en 1956, mais que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est aussi un élément consubstantiel de la démocratie. Donc la transparence, la liberté d'expression, les garanties des droits humains et des droits fondamentaux auxquels aspire tout citoyen faisant partie d'une communauté, et bien évidemment, le principe de la démocratie ne peut pas être décorrélé du principe du bien-être des populations, et donc, de facto, la démocratie politique ne peut pas faire abstraction de la démocratie économique, qui permet évidemment aux populations d'avoir accès de manière équitable, de manière perméable aux richesses des pays auxquels ils appartiennent. Et je crois que j'évoque cela par rapport à la particularité du continent africain, où l'on voit bien que les phénomènes de kleptocratie, les phénomènes de gabegie ou les phénomènes de mauvaise ou de malgouvernance sont un puissant frein à l'émergence d'une démocratie, en tout cas vue dans son acception la plus universelle. Ok, bien sûr. Donc, comme étant un spécialiste des questions de défense et de sécurité, surtout la diplomatie d'une part, selon vous, comment l'Europe voit la démocratie en Afrique et quel regard faites-vous? Alors, du point de vue de la sécurité, c'est une question qui est essentielle. Le premier devoir d'un État ou d'un responsable politique, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est peut-être ça aussi la démocratie, faire en sorte que l'on vive en sécurité et que l'on ne puisse pas être perturbé dans sa vie
personnelle, dans sa vie familiale, dans son épanouissement personnel, par des facteurs d'incivilité. Donc, le principe de corruption est un facteur d'incivilité. La corruption impacte sur la manière dont devrait se faire traditionnellement la répartition des richesses. Ou évidemment, avec des facteurs qui sont des facteurs à la fois exogènes, parce que exportés, ou transversaux, parce que impactant non seulement sur les États, mais ne connaissant pas les frontières. C'est la question évidemment de la criminalisation ou de la substitution ou du remplacement par rapport à la faillite ou à la carence de l'État par des structures qui sont parfois plus efficaces, en tout cas sont parfois des palliatifs ou représentent ce que l'État devrait assurer, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire l'expression de l'accès aux richesses, de manière, encore une fois, perméable et équitable. Et donc, la question de la démocratie vue du point de vue sécuritaire est sans doute un élément qu'on a peu ou pas encore, pas suffisamment, pris en compte, c'est-à-dire que une des grandes causes de l'insécurité, c'est justement l'absence traditionnelle de l'État pour garantir ces principes fondamentaux qui fondent et qui font le pacte social et qui donc font société et État et nation. Je n'en disconviens pas, monsieur, mais comment l'Europe voit la démocratie, c'est-à-dire la démocratie en Afrique, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire élections législatives, élections présidentielles, respecter la Constitution. Je voudrais savoir quel est le regard de l'Europe par rapport à cela. Bon, déjà, il n'y a pas un regard de l'Europe. L'Europe, c'est une entité qui est aussi diverse que n'est le continent africain. Il y a 54 réalités africaines, il y a 27, 28 si on considère que la Grande-Bretagne, nonobstant sa désunion par rapport à l'Union européenne, est encore un pays européen. On pourrait d'ailleurs ajouter le fait que la Russie est également un pays européen et qu'après tout, des pays qui aspirent à être entre les deux, je pense à la Biélorussie, à l'Ukraine ou à la Moldavie, le sont également. Donc je pense qu'on ne peut pas calquer une vision où l'Europe aurait un regard sur la démocratie en Afrique. Il y a des réalités, comme je le disais, tout à fait régionales ou historiques, et qu'évidemment, il faut regarder avec beaucoup de vigilance et beaucoup de particularité ou particularisme chaque réalité. Alors, néanmoins, votre question soulève quand même quelques interrogations que je crois nous devrions prendre suffisamment au sérieux, que nous n'avons peut-être pas tout à fait pris au sérieux. Vous avez raison de sous-tendre votre question en parlant des constitutions, en parlant des élections. Je crois, et ça je pense que c'est un élément que l'on va entendre de plus en plus dans les mois, les années à venir, que la doxa, comme on pourrait la qualifier, du principe démocratique qui serait sous-tendu, ou sous-jacent par rapport à des élections, a vécu. Parlons clairement. Un processus électoral ou la tenue d'un processus électoral, prenons l'exemple en 2018 au Mali, prenons l'exemple dans quelques heures en Guinée-Conakry ou dans quelques jours en Côte d'Ivoire, avec tout ce que l'on sait que ce processus, entre guillemets, si vous m'autorisez l'expression, charrie, c'est-à-dire des fichiers électoraux qui ne sont pas conformes au droit électoral internationalement reconnu, des élections qui ne seront pas contrôlées ni surveillées, des élections qui voient l'autorité indépendante démissionner quelques heures avant le processus électoral, me fait dire que la raison pour laquelle nous avons jusqu'à présent validé des processus électoraux doit être révisée. En simplifiant mon propos et ma pensée. Le temps est venu au XXIe siècle de penser qu'une élection ne fait pas un caractère démocratique ou ne donne pas automatiquement une sorte d'adoubement démocratique à celui qui est incarné. C'est une réalité que nous avons connue en Europe. Nous avons connu des républiques qui n'étaient pas démocratiques. Nous avons, durant la guerre froide, eu l'expression en République démocratique allemande ou en Union soviétique du fait que, au regard du droit, au regard de la philosophie politique ou de la philosophie constitutionnelle, il y avait des constitutions qui garantissaient sur le papier un certain nombre de droits et un certain nombre de prérequis, entre guillemets, de l'équilibre du pouvoir. Ça ne fait pas l'expression d'une réalité démocratique. Il me semble que le fait que l'on puisse dire que la démocratie s'ancre parce que des élections ont lieu, peu ou prou
évitant les difficultés que malheureusement l'actualité des dernières heures nous incite à considérer comme malgré tout une réalité. 90 morts depuis les manifestations qui ont commencé à Conakry en octobre 2019, ou tout simplement la violence qui accompagne les processus électoraux au Mali. L'ONU a récemment rappelé que depuis 2015, près de 4000 personnes sont mortes dans la zone qui est la plus impactée par le terrorisme, le Mali, le Niger et le Burkina, et rien que cela, ce sont des facteurs perturbants ou troublants les processus électoraux. Donc le temps est sans doute venu de penser qu'une élection ne fait pas la démocratie et que peut-être des transitions, je prends de nouveau l'exemple du Mali avec la transition qui est une réalité depuis le 18 août dernier, me semble quand même, malgré tout, correspondre à une volonté, je ne dis pas majoritaire, mais une volonté acceptée, une volonté consentie par la population malienne. La preuve en est d'ailleurs que la CEDEAO a levé un certain nombre de sanctions à partir du moment où les garanties les plus minimales étaient garanties, le respect de la Constitution de 1992, la volonté de rendre une transition, certes courte, mais néanmoins de 18 mois, avec un caractère un peu civilisé, d'où le fait que ceux qui en incarnent la légitimité, au moins le président Barindo et le Premier ministre Mokhtar Ouane, avec ce caractère un petit peu civil. Donc, j'ai été un petit peu long pour décrire ce processus, mais je crois qu'il est important d'avoir à l'esprit que beaucoup en Europe, et je n'élude pas votre question, devraient sans doute réviser leur logiciel pour définir qui est ou qui est conforme aux principes démocratiques. Je suis le premier, en tant qu'Européen convaincu, à penser que l'Union africaine devrait aussi avoir une sorte d'exigence démocratique un petit peu plus formalisée. C'est très bien que l'unité africaine au niveau politique soit une réalité avec le retour du Maroc après 33 années d'absence, donc ayant fait son retour le 31 janvier 2017. C'est très bien que l'unité économique africaine soit une réalité à l'horizon 2022 avec la zone de libre-échange continentale. Peut-être faudrait-il définir aussi les critères d'appartenance à une organisation intergouvernementale qui a vocation à être panafricaine. Je dis cela parce que tout le monde n'est pas membre de l'Union européenne. On devient membre de l'Union européenne si on se confirme à un certain nombre de lois, un certain nombre de règles, le principe de la démocratie, le principe des droits de l'homme, le principe de l'accès ou de l'égal accès au développement, ce qui est résumé par la formule libéralisme politique et libéralisme économique. Et peut-être que c'est sans doute là qu'il y a un chantier à conforter sur le continent africain. Ok, vous avez soulevé des points vraiment, vraiment très intéressants, monsieur. Donc, que pensez-vous au financement des élections en Afrique, en particulier par l'Union européenne? Vous savez, la plupart des élections en Afrique sont financées par l'Europe. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire et d'une part en Guinée. Oui. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Alors, d'une phrase, je crois que ce n'est pas à l'Union européenne et encore moins à la communauté internationale en général de payer pour des processus électoraux qui sont parfois un peu, comment dire, spécieux ou un peu limitatifs. D'autant plus que ces processus électoraux ne sont même pas corrélés par une forme de conditionnalité. Je prends les deux exemples que vous avez cités, qu'on a évoqué jusqu'à présent, c'est-à-dire la Guinée dans quelques heures et la Côte d'Ivoire dans quelques jours, où il n'y aura vraisemblablement même pas de surveillance électorale, puisque le président Alpha Condé a refusé des missions de surveillance, de supervision, de monitoring électoraux et de la CEDEAO et de l'Union africaine et de l'OIF et évidemment du Parlement européen. Et de l'autre côté, eu égard au fait que sur les 44 candidats qui devaient être reconnus, 4 finalement l'ont été, et qu'in fine, il n'y aurait vraisemblablement que 2, voire même qu'un seul candidat, l'Union européenne s'est désengagée. Donc je crois qu'il faut, au XXIe siècle, sans doute penser la question de l'africanisation du processus démocratique au même titre que l'africanisation de la production sécuritaire endogène africaine doit être une priorité. Je suis très heureux que l'Union européenne ait dépensé près de 800 milliards d'euros depuis le déclenchement des opérations européennes pour la stabilisation du Sahel. Je pense que c'est beaucoup d'argent
avec des résultats qui ne sont pas au prorata de l'investissement financier de l'Union européenne. Bien. On se souvient de la déclaration de Jacques Chirac en 1990 affirmant que l'Afrique ne serait pas prête pour la démocratie. Quelle analyse faites-vous par rapport à cela en ce moment, surtout dans le monde du XXIe siècle? Alors moi je crois qu'il y a beaucoup d'eau qui sont passées sous les ponts depuis le sommet de La Baule, depuis 1990, et que ce principe de conditionnalité, premièrement, nos conditionnalités ne sont pas forcément les conditionnalités d'autres partenaires du continent africain. Le sommet de La Baule s'inscrivait dans une logique où la légitimité de la voix française, eu égard à la force de ses investissements directs étrangers, eu égard à encore une concurrence qui était faible de la part de partenaires orientaux, a totalement été bousculée par la réalité, justement, de la multiplicité des acteurs qui s'intéressent au continent africain. Peut-être qu'on peut donner quelques chiffres qui résument mon propos. On ne parle plus avec la même vigilance et la même force et la même prégnance quand la France n'est plus le premier partenaire exclusif de bon nombre de pays de l'Afrique francophone. C'est l'Allemagne qui est devenue le premier partenaire de l'Union européenne. C'est l'Espagne qui est, par exemple, le premier partenaire économique du Maroc. C'est la Chine qui est le premier partenaire économique de la Mauritanie. C'est la France, c'est le Niger qui est le premier partenaire économique du Mali. Donc, on ne parle plus avec la même capacité et la même force quand le commerce bilatéral, la balance commerciale, entre la France et le continent africain ne dépasse pas les 50 milliards d'euros, alors qu'il est 4 fois plus important quand on considère la Chine, ou qu'il est en deçà de l'investissement des Britanniques sur le continent européen. Bref, le discours de La Baule avait sa légitimité dans une phase dans laquelle nous souhaitions, avec cette particularité d'un président socialiste et d'un Premier ministre de droite, accompagner les processus démocratiques. Souvenons-nous, le vent de liberté qui a soufflé avec les conférences nationales 90-91, en concomitance avec le vent de liberté qui a soufflé sur l'Est européen. Force est de constater que si l'on compare les États de l'Europe centrale et orientale, les PECO, partant du principe qu'il y avait cette concomitance entre les années 90 et 91 d'accès à la démocratie dans un monde qui devenait post-guerre froide, force est de constater que le continent africain a accumulé un certain nombre d'écueils, un certain nombre de retards qui ont perturbé et donc retardé la question que vous me posez, c'est-à-dire cette capacité d'étayer un développement économique avec le principe démocratique. Peut-être que je pourrais terminer d'une phrase. De toute façon, le continent africain a besoin de concurrence et il n'a pas besoin d'exclusivité. Je crois que c'est un très mauvais procès qui consisterait à dire que certains pays doivent avoir un regard plus acerbé sur la question démocratique et laissant aux autres la dimension économique. Je dis ça parce que pendant très longtemps, on a fait jouer ce rôle aux Européens en disant conditionnalité de l'aide, nous ne vous donnerons plus d'aide publique au développement si vous ne vous ancrez pas dans une trajectoire démocratique. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que tout simplement les autres acteurs, les États-Unis, souvenez-vous cette formule ô combien symbolique et ô combien illustrante de Bill Clinton en disant que la relation des États-Unis à l'Afrique se résume en une phrase « trade but not aid ». Et d'une certaine manière, il faut aussi avoir à l'esprit que 70% des investissements chinois sur le continent africain se font dans le domaine des infrastructures, avec une exigence de rentabilité derrière, avec les puissances des 10 000 entreprises africaines qui sont présentes sur le continent, les 10 à 12 millions de citoyens chinois qui sont domiciliés sur le continent africain. D'une certaine manière, je crois qu'on a un peu botté en touche en pensant que notre conditionnalité ne devrait être que des conditionnalités démocratiques. La preuve est que c'est un très mauvais calcul. 70% des investissements européens se font dans le domaine du développement et de l'aide humanitaire, seulement 30% dans le domaine économique. Je crois que nous devrions prendre exemple sur la Chine pour inverser un peu cette perspective, notamment et en notant le fait que la Banque mondiale rappelle qu'il y a une course absolument essentielle, frénétique vers les infrastructures, et que c'est peut-être là notre responsabilité
45 milliards d'euros investis chaque année pour faire en sorte que l'Afrique s'insère dans le tissu économique mondial, c'est sans doute une fois et demie ce qu'il devrait être investi sur le continent africain. C'est peut-être là que les entreprises européennes devraient un petit peu plus s'atteler. Ce à quoi les entreprises européennes devraient plus s'atteler. Alors, quel est le rôle de l'Europe en Afrique, surtout dans le domaine de la démocratie? Comme vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, l'Europe doit investir en Afrique d'une part, mais l'Europe ne doit pas imposer cela en Afrique en disant que s'il n'y a pas de démocratie, on ne va pas investir. Comme vous l'avez si bien dit aussi, il y a les États-Unis, il y a la Chine, d'une part, juste trade, comme vous l'avez si bien dit. Alors, quel est le rôle de l'Europe en Afrique, surtout dans le domaine de la démocratie? Encore une fois, il n'y a pas de rôle de l'Europe, puisqu'il n'y a pas d'Europe en tant que telle. Il y a des Europes ou des pays européens. Si vous êtes à Paris, vous avez sans doute un regard qui est sans doute mu par des traditions linguistiques ou une capacité à penser notre profondeur stratégique dans une logique de verticalité, qui est une verticalité qui est mutuellement bénéfique. C'est-à-dire que le principe de la colocalisation, faire en sorte que nos entreprises dont nous avons besoin pour faire face à la crise de la pandémie sont aussi celles dont les Africains ont besoin. Et de ce point de vue, peut-être que c'est une façon d'ancrer la démocratie. Moi, je suis un libéral, je suis un centriste libéral et j'ai toujours eu tendance à penser que c'est à travers le développement économique que l'on ancre le développement économique. Donc, la mise en avant d'une classe moyenne, une classe ayant accès à la richesse de manière, encore une fois, non pas exclusive, mais inclusive, qui faisait le matelas, ou qui constituait le matelas le plus évident de la stabilité. Je ne dis pas ça au hasard. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, quand elle s'est rendue à Addis Abeba quelques mois avant d'accéder à la présidence de l'Union européenne, présidence de la Commission de l'Union européenne en décembre dernier, a rappelé qu'à l'horizon 2050, l'Afrique, avec une classe moyenne qui est une classe moyenne qui aura besoin de consommer, représente un marché de 2000 milliards de dollars. Il faut aussi avoir à l'esprit que le continent africain est un continent d'opportunités économiques pour nos investissements, mais c'est aussi un marché et que nous devrions regarder de manière beaucoup plus équilibrée du coup ce que nous pouvons offrir au continent africain. Et encore une fois, je le redis, l'Afrique a besoin de concurrence et nous ne pouvons plus être dans une logique où il y aurait une sorte d'apanage, où nous devrions regarder l'Afrique parce que nous avons libéré ou nous avons donné l'indépendance à 14 pays en 1960. Donc, au-delà des déclarations, pensez-vous que l'Union européenne n'a pas une politique forte vis-à-vis de l'Afrique? Alors, l'Afrique, alors déjà, l'Union européenne a plusieurs politiques vis-à-vis de l'Afrique. Encore une fois, la réalité d'une Afrique multiple est une réalité au moins depuis la création à la fin des années 2000, en l'occurrence avec l'émergence du sommet, enfin de cette réflexion qui a trouvé son paroxysme à l'occasion du sommet de Durban en 2002. Il y a 5 Afriques, 6 Afriques d'ailleurs. Je rappelle qu'en 2008, l'Union africaine a reconnu la 6e région de la diaspora, les 150 millions d'Africains qui vivent à l'extérieur du continent africain. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas une politique européenne vis-à-vis de l'Afrique, il y a des politiques sectorielles et ou des politiques localisées géographiquement. Il y a par exemple une stratégie de l'Union européenne pour la Méditerranée, qui n'est pas la même que la stratégie de l'Union européenne pour le Sahel, qui n'est pas la même ou qui ne rentre pas dans la même configuration que la stratégie de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme au Sahel. Donc je crois qu'il faut un petit peu séquencer cette réflexion en disant qu'il n'y a pas de politique européenne vers l'Afrique. Il y a une sensibilité européenne pour le continent africain qui s'est exprimée de manière institutionnelle avec la première réunion Afrique-Europe au Caire en avril 2000 et qui devrait, j'espère, se caractérisé de nouveau à l'occasion du 6e sommet Union européenne-Union africaine. Alors, dans son acception la plus large, c'est-à-dire 27 d'un côté, 54 de l'autre, pardon, 55 au regard des 55 entités politiques reconnues au niveau de l'Union africaine, mais force est de constater qu'il n'y a jamais à l'occasion de la dernière séance, donc de la dernière, du dernier sommet qui s'est déroulé en novembre 2017 à Abidjan, il y avait péniblement une trentaine de chefs d'État
de part et d'autre des deux continents. Mais je crois très profondément, c'est vrai, que l'Union européenne devrait sans doute définir entre Européens plus de convergence vis-à-vis du continent africain et que les pays africains eux-mêmes devraient aussi avoir des stratégies concertées. Ce n'est pas tout à fait vrai. Premièrement, parce que la disparité économique au sein des groupes, au sein des 5 régions africaines, des 5 régions continentales africaines, est aussi un problème. Le PIB le plus faible de la CEDEAO, ça doit être peu ou prou celui de Sierra Leone ou de la Guinée. Je prends l'exemple de la Guinée, c'est 12 milliards de dollars par an. Le PIB du Nigeria, c'est près de 581 milliards de dollars. Donc il y a des profondes disparités entre régions et puis il y a surtout des profondes disparités intra-régions et entre les régions. Et de ce point de vue, la part du commerce entre régions est aussi, entre régions africaines, est aussi une question qui est devant les Africains et devrait mobiliser davantage les responsables politiques et les acteurs économiques. Si l'on compare la part du commerce intra-SADC, donc Afrique australe, près de 20%. Si l'on le compare à la part du commerce intra-UMA, même si l'UMA n'existe que sur le papier depuis 1989, 2 à 3%, il y a sans doute là, en plus de l'inexistence de l'Afrique sur les marchés mondiaux, 2,5 à 4% des flux commerciaux mondiaux, 2 objectifs qui, je crois, sont sans doute ceux qui sous-tendent la mise en place, enfin, d'une zone de libre-échange continentale et l'abolition au moins des tarifs douaniers, voire même la mise en place de manière régionale, mais peut-être demain continentale, d'une monnaie commune, à défaut d'une monnaie unique sur le continent européen, le continent africain. Okay. Donc, je vais revenir sur l'ancien ministre français, Jean-Louis Borloo. Je l'avais regardé sur France 24, ça fait quelques années. Donc, ça fait longtemps qu'il n'est plus ministre. Oui, ça fait très très longtemps même. Donc, il disait sur France 24 que sans lumière, il n'y a pas de démocratie en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez à cela? Alors, il a tout à fait raison. Néanmoins, à cela, il n'y a pas de démocratie en Afrique non plus si les jeunes hommes et les jeunes femmes n'ont pas accès à l'éducation. Je rappelle que je vais vous donner les chiffres les plus précis possibles pour que l'on puisse quand même se rendre compte de l'énormité du débat et du défi qui est devant nous. Il y a 264 millions de jeunes qui n'ont pas accès à l'éducation. Parmi ces 264 millions de jeunes, c'est un chiffre qui a un impact très particulier sur le continent africain, puisque c'est pas loin de 100 millions de jeunes hommes, pas loin de 53 millions de jeunes femmes qui n'ont pas accès à l'éducation. 7 enfants sur 10 au Sahel n'a pas accès à l'éducation. Je donne un dernier chiffre, 9% des filles finissent la scolarité dans les 12 pays qu'on associe communément à la bande sahélo-sahélienne. Donc, au-delà de l'électricité, il y a évidemment la question de l'éducation. Et puis, au-delà de l'électricité, et je crois que vous avez raison de rappeler que c'est un facteur important qu'il faut avoir à l'esprit, il y a aussi l'accès à l'eau, ou tout simplement les disparités liées à la faim. Je rappelle quand même que seulement 77% de la population a accès à une eau potable sur le continent africain. Certes, c'est bien mieux qu'en 1990, ce chiffre n'était que de 51%, et qu'il y a encore, et c'est peut-être une réponse un peu, non pas biaisée, mais complémentaire à ce que vous disiez, pas loin de 2 millions d'Africains, de jeunes Africains qui meurent chaque année de maladies liées à l'inaccessibilité ou à l'insuffisante qualité de l'eau. Mais je crois qu'effectivement, vous avez raison de rappeler, et je crois que Jean-Louis Borloo, avec son projet d'électrification du continent africain, a sans doute avancé sur ce dossier. Il reste 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès de manière régulière à l'électricité, et que ce qui est une réalité maintenant sera à peu près équivalent en 2030 si on ne ferait pas en compte ce phénomène. Mais d'une phrase, pour résumer un propos trop long et un peu parcellaire, Jean-Louis Borloo n'est pas forcément le mieux à même de dire
en quoi les investissements privés, partenariat public-privé, en quoi les investissements lourds, conséquents de la part des banques d'investissement, Banque africaine de développement, Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, Banque asiatique de développement tout court, c'est une responsabilité partagée. C'est très bien qu'il y ait un lanceur d'alerte qui se soit appelé Jean-Luc Borloo, mais ce n'est pas lui qui peut solutionner cette question. C'est une grande mobilisation internationale pour éviter ou battre en brèche un certain nombre de réalités. Il y a, par exemple, dans un certain nombre de grandes métropoles africaines, encore ce paradoxe. Je prends l'exemple de Kinshasa, pas loin de 20 à 21 millions d'habitants, et pourtant, il n'y a que 9% de la population qui a accès à l'électricité de manière régulière. Bien sûr. Comme vous l'avez si bien mentionné aussi par rapport à la diplomatie européenne en Afrique, on se souvient très bien de 2000, l'accord de l'Union européenne entre l'Afrique, vous avez vu. Donc, quelle analyse faites-vous à la diplomatie européenne au regard de l'Afrique, en particulier la France? Je crains de devoir vous donner la même réponse que les précédentes questions. Il n'y a pas de politique européenne unifiée ou de diplomatie ou de position diplomatique européenne. Tout cela dépend très largement de la personnalité du leader ou du responsable politique qui est en exercice. La chancelière Angela Merkel a une sensibilité à l'Afrique qui est née de l'importance économique impactée ou déclinée à travers le tissu économique des petites et moyennes entreprises et du tissu industriel allemand, qui a été particulièrement offensif sur le continent africain. Le regard de l'Espagne ou de l'Italie dépend non seulement de la proximité géographique, mais également de la personnalité de ceux qui incarnent ce leadership. Je prends l'exemple de l'actuel Premier ministre, Giuseppe Conte, qui n'avait pas jusqu'à présent un regard très africain, alors que Matteo Renzi, lui, avait, de par sa tradition internationaliste, quand il était maire de Florence, un regard beaucoup plus acéré vers la coopération nord-sud ou la mise en concurrence qu'offre la coopération sud-sud. Donc je ne crois pas qu'il y ait une vision unitaire de l'Union européenne. Il y a des visions qui tiennent compte des orientations ou d'éléments conjoncturels. Et peut-être que cela vous donnera une réponse plus précise. Je crois, par contre, que les 2 prochaines années marqueront très sensiblement un virement méridional des enjeux européens et donc, de facto, la prise en compte de la verticalité que constitue le partenariat euro-africain avec la Méditerranée comme passerelle ou comme pont. Et cela est évidemment dû au fait qu'après la présidence allemande viendra la présidence portugaise de l'Union européenne, premier semestre 2021, puis la présidence slovène, on reste dans la Méditerranée, deuxième semestre 2021, puis la présidence française, premier semestre 2022. Donc il y a un agenda institutionnel qui est aussi lié au fait que le 50e anniversaire de la francophonie devrait se tenir à Tunis d'ici le premier semestre 2021 et que le 28e sommet France-Afrique devrait malgré tout se tenir. Donc il y a là, comme je le disais, une sorte de conjonction d'un agenda et puis sans doute, c'est vrai, une personnalité du président français, de la chancelière Angela Merkel, de l'actuel président du Conseil italien et de l'actuel Premier ministre espagnol, avec une appétence particulière pour leur profondeur stratégique, associant géographie et histoire. C'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour la France, mais c'est également vrai pour l'Italie. L'Italie est devenue beaucoup plus rapidement que nous l'aurions pensé il y a quelques années, un acteur de développement en Afrique, voire un acteur sécuritaire. La vice-ministre des Affaires étrangères, Emanuela Claudia Del Rey, se trouve actuellement au Niger, confortant l'idée que l'Italie allait être le deuxième partenaire stratégique militaire d'un certain nombre de pays qui luttent contre le terrorisme dans le cadre de la mise en place de la task force Takuba qui a été créée autour de 12 pays européens. Après le premier contingent qui de facto est français, puisque c'est la France qui a eu cette idée, c'est l'Italie qui devient le deuxième contingent. Donc il y a sans doute un regard beaucoup plus africain ou euro-méditerranéen et euro-africain de la part du voisinage latin de l'Union européenne,
avec cette exception qui fait que l'Allemagne, pour des raisons économiques, comme je le disais, a parfaitement compris l'intérêt de s'associer à cette dynamique. Angela Merkel, et ce sera ma dernière phrase, a parfaitement raison quand elle a lancé l'idée de créer un compact for Africa, et non pas un compact, ou un compact with Africa, et non pas un compact for Africa, à l'occasion de sa présidence du G8 en 2018. Ce sont pas loin de 300 millions de dollars par an qui sont donnés sans aucune conditionnalité, montrant à quel point l'ambition de certains pays européens dépasse l'inertie de manière institutionnelle. Mais d'une certaine manière, je peux moi-même m'auto-corriger. L'Union européenne est devenue le premier partenaire économique du continent africain. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne, en comparaison de la Chine, ou l'Allemagne, en comparaison de l'Inde ou d'autres acteurs qui ont des ambitions tout aussi considérables. Je prends la Turquie. La Turquie a décidé, avec le président Erdogan, de multiplier par 4 ses investissements sur le continent africain, ou la Russie, qui a dit faire ou ambitionne de faire de même d'ici 2024. Donc, on va parler aussi des relations entre l'Europe et l'Afrique. Pouvez-vous dire que l'Europe doit rétablir sa relation avec l'Afrique? Alors, c'est une excellente question et je pense que c'est utile justement que vous la posiez en conclusion. Je pense que l'Europe doit réviser les critères de sa relation à l'Afrique. Il est une réalité qui, depuis maintenant 10 ans, fait que l'Europe est devenue un partenaire déterminant pour la stabilisation et la sécurisation du continent africain pour au moins 3 raisons. La question de la criminalisation des migrations, qui est une réalité parfaitement légitime, quand on sait par exemple que selon les derniers chiffres d'Europol, la criminalisation des filières migratoires aurait rapporté entre 4 et 5 milliards de dollars à ceux qui utilisent cette désespérance humaine. Et puis bien évidemment, la question sécuritaire, qui est une question ô combien déterminante. L'Union européenne et donc les pourvoyeurs de sécurité que nous sommes, nous, pays qui avons cette tradition militaire, français, même si l'Allemagne n'intervient pas de la même manière que d'autres pays. Regardons la relation, je crois, de manière trop exclusive et pas suffisamment intégrée par rapport à la question sécuritaire. Quand on regarde les chiffres, je vous les livre, qui fait que, par exemple, 22% du budget du Tchad est consommé par l'appareil sécuritaire, 17% au Niger, 20% au Mali. Le budget de la défense au Mali a été multiplié par 4 entre 2013, depuis la première élection l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, on ne regarde pas et on ne dialogue pas de la même manière avec nos partenaires africains si on est phagocyté d'une certaine façon, omnubilé par la question sécuritaire. Donc je crois que la première chose à repenser dans notre relation avec l'Afrique, c'est de dire qu'elle ne doit pas seulement être purement sécuritaire. Elle doit s'inscrire dans le long terme, dans de la diversité d'investissements. Et par exemple, quand on sait que 90% de l'économie reste informelle, que parmi ces 90% de l'économie informelle, la plupart de ces emplois viennent du secteur agricole et non pas de la production industrielle, quand on sait que 80% des emplois précaires sont encore une réalité pour l'emploi féminin, quand on sait également que le continent africain est le continent où il y a le plus de PME par rapport aux autres continents, mais que l'investissement public est bien en deçà de ce que d'autres pays et que d'autres continents consacrent à l'investissement privé, il y a là sans doute une façon de repenser notre relation continentale. Je le dis autrement, notre relation devrait être moins hypertrophiée par la question de la sécurité. Nous devrions prendre en compte une dimension économique, mais qui n'est plus seulement une dimension para-étatique ou d'État à État, en tenant compte du fait que les investissements publics et privés peuvent aller de pair, en tenant compte du fait que l'aide publique au développement restera bien en deçà que l'aide privée au développement,
peut-être un dernier chiffre pour ne pas asséner un certain nombre de réalités, mais il demeure une réalité qui, je crois, résume d'une certaine façon votre interrogation, le poids des investissements humains, c'est-à-dire ceux qui portent et qui sont l'apanage de la diaspora, c'est 10 fois plus ce que les États peuvent ou sont en capacité de mettre ou d'impulser en termes de coopération économique. Donc je crois très profondément qu'il faut revisiter un peu notre logiciel et qu'il faudra sans doute être plus concurrentiel vis-à-vis des autres partenaires économiques du continent africain. Ils sont nombreux, orientaux, mais ça c'est une réalité ancienne, de plus en plus issus du Golfe, c'est une réalité un peu plus nouvelle, et peut-être demain des acteurs qui sont peut-être insuffisamment présents ou qui étaient insuffisamment présents sur le continent africain. Je pense à l'Iran, je pense à la Turquie, je pense à Israël. Bref, nous sommes en triple concurrence entre pays européens par rapport au marché africain, entre pays européens vis-à-vis des partenaires économiques qui sont aussi nos adversaires économiques, et je mets dans cette configuration aussi les États-Unis. Après tout, les États-Unis considèrent que nous ne sommes plus un partenaire stratégique, mais un adversaire économique. Nous devrions aussi considérer que les États-Unis ne sont plus aussi dans une logique de partenariat, quel que soit le résultat du prochain vote le 3 novembre. Et puis, bien évidemment, une réflexion qui, je crois, est essentielle, mais que nous n'avons pas encore suffisamment étayée, du fait qu'il n'y a pas non plus de chasse gardée sur le continent africain, et que parfois les pays africains savent mieux compter que nous et savent très bien jouer les concurrences ou parfois les associations de circonstances pour peser sur les processus économiques décisionnels. Je pense notamment au fait, et ce sera ma dernière phrase si vous me le permettez, que l'Afrique a appris autant que nous, Européens, à dialoguer avec la Chine, et que peut-être un des éléments les plus, entre guillemets, positifs de la pandémie, même si évidemment il faut se réjouir du fait que l'Afrique est moins touchée qu'ailleurs, mais il y a quand même plus de 1,4 million de cas et 40 000 morts déjà, ce qui est à peu près équivalent au nombre de morts dans l'Hexagone, en France. Mais je crois que l'Afrique a parfaitement compris que ce qui est pour nous devenu une évidence, c'est-à-dire que nous devons dialoguer avec la Chine dans une logique de parité, dans une logique beaucoup plus stratégique, est aussi une réalité que les pays africains ont compris, et je crois que c'est sans doute là le plus puissant ou le plus légitimant de la nécessité de renforcer la coopération entre les États africains eux-mêmes dans une démarche régionale, car après tout, si la CEDEAO a pour l'instant 15 États, si la Mauritanie revient dans l'institution qu'il avait chassée en 2000, si le Maroc est enfin admise à la CEDEAO, eh bien nous avons là, avec un budget de pas loin de 750 milliards de dollars, ce qui, au regard du PIB cumulé des 54 États africains, près de 3 500 milliards de dollars, est tout à fait considérable. L'Afrique de l'Ouest, de facto, deviendrait la 15e puissance économique mondiale et pourrait siéger, et c'est important, au sein du G20, lui donnant enfin une place qu'elle n'a pas dans le système international. Moi, je ne crois pas au fait que la communauté internationale veuille ouvrir un poste africain au niveau du Conseil de sécurité. Par contre, je crois beaucoup plus au fait que le multilatéralisme n'existe et ne pourra être renforcé que s'il y a des structures régionales fortes. Et je crois que c'est là et ainsi que l'on va renforcer le multilatéralisme. Donc, l'intégration africaine au niveau régional et l'intégration africaine au niveau continental sont sans doute les meilleurs alliés pour, et ce sera peut-être sous forme d'ellipse, une réponse à votre question, la meilleure façon d'étayer le principe démocratique sur le continent africain, c'est-à-dire l'égalité d'accès et de traitement pour tous les Africains au développement économique mondial. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur mes comptes sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Alors là, vous ne manquerez jamais une autre émission. Merci beaucoup, à la prochaine.